Ouais. De toute façon, on va les enchaîner, Paul. Marie-Paul, tu m'entends? Écoute, on part sur 30. Mais si je vois que c'est mou, on pourra faire 28. Hein. Voilà. Non, mais par rapport au temps. Yes, we can. ¡Que viva el pueblo grosso! ¡Que viva el grosso! Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pendant le 20h pour votre agenda culturel très subjectif. Côté livre, Dans la forêt de Gene England, un roman post-apocalyptique aux allures de nature writing. La séance ciné, un documentaire sur l'art selon David Lynch. Et focus sur la série Mr. Robots. La découverte du soir est musicale, Acid Child, groupe électro-rock natif d'Ajaccio. Et pour m'accompagner ce soir, mes esprits critiques. Marie-Ange Philippe, bonsoir ma chère Marie-Ange. Bonsoir Philippe. Marcel Petriccioli, bonsoir Marcel. Bonsoir mon cher Philippe. Xavier Affre. Bonsoir Philippe. Salut Xavier. Et Inès Moratti. Bienvenue dans l'émission du vendredi, ma chère Inès. Merci. Vous le savez, nous commençons tous les vendredis votre agenda culturel par la séquence livre. Et Marcel, ce soir, vous avez programmé l'ouvrage Dans la forêt de Gene England aux éditions Gellmeister, datant de 2017. Le pitch, Nell et Eva, 17 ans et 18 ans, vivent toujours dans leur maison familiale au cœur de la forêt. Et quand la civilisation s'effondre et que leurs parents disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste néanmoins leur seule passion, la danse et la lecture. Oui, qu'elles vont continuer malgré tout, malgré l'électricité qui n'est plus là, malgré le manque d'essence. Elles vont continuer à entretenir cette passion, toutes les deux, tout le temps. Et en fait, le bouquin, c'est le journal que tient Nell. On va découvrir au fur et à mesure. Alors, la première partie du bouquin, il y a beaucoup de flashbacks où on apprend le pourquoi du comment elles se retrouvent dans cette forêt californienne complètement isolée. La première ville est à 50 km. C'est les parents qui ont voulu ça. Elles ont décidé de rester. Donc on va apprendre tout ça, de ce qui s'est passé dans le monde. On n'apprend absolument rien. On ne sait pas pourquoi il y a une désolation, dévastation, épidémie, guerre. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Et à la limite, on s'en fout complètement, parce que ce n'est pas là le propos du livre. Non, le propos du livre, il est bien ailleurs. C'est d'abord cette relation qu'il va y avoir entre les deux sœurs. Vraiment, c'est une relation qui va s'unir, qui est très, très forte. Et on l'a dit, cette opiniâtreté qu'elles vont avoir à vivre de leur passion, tout le temps, tout le temps. Et puis le roman, le principal personnage, c'est cette forêt. C'est vraiment la forêt, c'est le personnage essentiel, vraiment, du livre. Cette forêt qui les protège du monde extérieur, et en même temps, c'est une prison. En même temps que ça les protège, et en même temps, c'est une source de survie. Ouais. C'est ça qui est fantastique dans cette forêt. C'est la forêt qu'elles croient la connaître, cette forêt. Elles ont vécu toute leur enfance dans cette forêt, même si la mère les a mis en garde. Et pourtant, elles vont devoir encore plus, elles vont devoir se fondre carrément dans la forêt, ne faire qu'un avec la forêt pour survivre. J'ai adoré ce bouquin. Franchement, je trouve que l'écriture... On l'entend bien, en tout cas. Hein. L'écriture, je l'ai trouvé magnifique. C'est clair, c'est limpide, ça va vite, il n'y a pas de pathos, ça va à l'essentiel. On sent que c'est écrit avec une grande, grande sincérité. J'ai vraiment adoré. Je trouvais que c'était innovant. Mélanger post-apocalyptique et nature writing, ça s'était jamais fait avant. Puis post-apocalyptique, il n'y a pas de martiens, il n'y a pas d'aliens, il n'y a rien du tout, justement. Donc j'ai adoré ce bouquin et je dirais que c'est un bouquin engagé. Nature writing, et il y a aussi l'idée de la contre-culture américaine issue des années 70. Il y a de cela, évidemment, dans le livre programmé par Marcel. Xavier, votre regard sur cet ouvrage? J'ai trouvé encore ce livre fascinant. Alors, je me suis beaucoup interrogé quand Marcel m'a donné le programme de sa chronique, parce que je me suis dit, encore les éditions Gellmeister, je me suis demandé s'il n'était pas caché secrètement dans ces éditions, sous un autre nom, parce ils peuvent le remercier, je pense, hein, d'ailleurs. C'est vrai, nous évoquons souvent les éditions Gellmeister. Et puis, Gene England, bon, je me suis dit, j'ai regardé un peu, puis le roman est fascinant. Donc, je rejoins absolument Marcel. C'est de découverte en découverte, semaine après semaine, parce que c'est vrai que Marcel a bon goût là-dessus, sur la littérature, hein, sur le cinéma moins. Très contemplatif. Oui, c'est contemplatif. Déplaire, et puis, hein. J'aime beaucoup le personnage principal, il a dit, c'est la forêt. J'aime bien les descriptions. Ils sont magnifiques. Et ils sont très sensuels. On disait le mélange entre post-apocalyptique
Et Nature Writing, ça a 20 ans, le livre. Le livre a 20 ans. Donc on se rend compte que c'est... Voilà, je trouve que c'est... Et c'est encore d'actualité. Voilà. Tout ce qu'elle décrit, c'est encore d'actualité. Et la relation entre les deux sœurs est très très belle aussi. Voilà, j'aime beaucoup l'écriture, c'est simple, mais il y a même, je trouvais parfois sec, c'est-à-dire on va vraiment à l'essentiel. Et ça me plaît bien. Voilà. Sec, limpide, fort, un roman très politique finalement, Marcel. Très politique, je l'ai dit, très engagé. Presque féministe, on peut dire aussi, un roman féministe. Déjà, vous pouvez le dire. Et engagé sur d'autres choses. C'est un roman qui nous apprend qu'en fait, il faut revenir à la nature avant qu'il soit trop tard. La nature nourricière. C'est ça qu'elle veut dire surtout. Qu'on vit dans une société, qu'on court à la catastrophe et que si on ne revient pas aux fondamentaux de la nature, ça ne pourra pas le faire. À l'heure où il n'y a plus de candidats écolos à l'élection présidentielle, il faudrait peut-être... C'est la question qu'on peut se poser. Il y en a eu quelques-uns. Oui, pseudo-écolo. Par contre, ça fait référence... Ça fait écho à un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Captain Fantastic. Qui est fantastique. Qui était un peu finalement, le début était un peu cependant là, c'est-à-dire le questionnement de savoir s'il fallait retourner vivre de manière pas primitive, mais dans la forêt, loin du monde consumériste. Le parallèle est intéressant de Xavier, parce que dans le Mr. Fantastic, il y a cette réflexion autour de la pensée de Noam Chomsky. Et il y a de cela également de cet ouvrage. Et il y a un autre film, Le Mur Invisible, film autrichien, c'est un peu la même chose, c'est une nénette qui se retrouve toute seule dans la forêt autrichienne. Toutes ces références, évidemment, vous allez pouvoir les découvrir sur la page Facebook de France 3 Corse Via Style, je l'espère. Vous allez pouvoir les découvrir. Marie-Ange, qu'avez-vous pensé? En tout cas, dans l'ambiance générale de ce bouquin. J'ai adoré le côté très humain. L'écriture très simpliste, mais qui sert son propos, simpliste, très simple, pas simpliste, qui sert le propos. On ne tombe pas dans un discours moralisateur. On est vraiment dans une phase post-apocalyptique, mais qu'on n'a pas l'habitude de lire ou de voir, et c'est très insidieux, très rampant. Et j'ai beaucoup aimé cette nuance dans l'écriture et dans le propos. Quel est le regard d'Inès Moratti sur l'ouvrage sélectionné par Marcel Petrichul, notre libraire dans la forêt de Jean England aux éditions Gellmeister, et date de 2017? Alors, est-ce qu'on commence par les points positifs? Parce qu'il y en a. Alors, on va commencer par les points positifs et je prépare notre réalisateur, y compris le téléspectateur, parce que forcément, dans ce que vous dites, il va y avoir des points négatifs, donc. Ça, oui, ça s'annonce. Alors, il y aura un duel entre pardon. Marcel et Inès, après les points positifs d'Inès. Je le dis à Poulouchane, notre réalisateur, pour qu'il prépare les fameuses 40 secondes. C'est ça. Donc en fait, j'ai bien aimé le fait que ce soit un roman posta, mais qui n'abuse pas des codes du genre. Ça fait fi aussi un petit peu des fantasmes survivalistes. Et puis ça va jusqu'à nous donner du huis clos en plein air, ce qui est quand même pas mal. De même, j'ai trouvé très bonne l'idée de l'encyclopédie qui du coup fait office de planche de survie. Et le fait qu'elle rythme un petit peu le journal de bord puisqu'on n'a pas de chapitre. Donc ça c'est pas mal, ça donne une respiration. Voilà. Ça, ce sont les points positifs. Bon, évidemment, ceux qui ont été cités, bien sûr, précédemment. C'est important de le dire. Paul, les 40 secondes. Ça y est, c'est parti. Il faut patienter, il faut voir que le chrono, on me dit dans l'oreillette que le chrono est prêt. Donc Inès, vous avez 40 secondes pour dire pourquoi il ne faut pas lire. Alors, top. J'ai peut-être été victime moi-même d'un épisode de fugue dissociative, la fameuse, parce que dans la forêt m'a un petit peu perdue. Alors si on tombe en pamoison devant la plume de Jean, c'est plutôt le style de Nell, donc notre Robinson narratrice de 17 ans, qui m'a moins emballée. J'ai bien compris que c'était la même personne, mais c'est pour dire que le côté ado, pour moi... ça manque de fantaisie, de liberté. J'aurais aimé des entrées un petit peu plus, je sais pas, plus sales. J'ai l'impression que la beauté du texte, au final, a fait un petit peu office de filtre à la réalité. Ça m'a empêché de m'y plonger. Donc, c'est peut-être l'écueil caractéristique des premiers romans, puisque c'est important de le dire. Voilà, donc où on veut un petit peu tout mettre, on veut montrer son talent. Donc, j'ai adhéré au côté journal de bord, mais moins au côté carnet intime. Moins au côté carnet intime, pas assez sale, pas de bruit, pas de fureur dans cet ouvrage. Marcel, alors? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de fureur. Justement, c'est très feutré. Il y a quand même pas mal de rebondissements, il y a quand même du danger, on le sent venir. Il y a de la violence aussi. Après, oui, le côté carnet intime, je suis un petit peu d'accord. Mais voilà, c'est plutôt le roman initiatique. On est dans le roman initiatique, dans le roman d'apprentissage, comme on peut l'être avec d'autres romans de Jules Verne. Voilà, même si c'est pas la plume de Jules Verne, bien sûr. Mais moi, j'ai trouvé ça assez innovant, franchement. Et vraiment marquant. C'est un bouquin qui m'a marqué et moi je suis restée dans cette forêt par contre. Oui, c'est vrai, non mais on pense un petit peu après comme la narratrice, on se dit quand on se sert un thé, le fameux thé blanc, on pense à elle. Donc c'est vrai que ça court un petit peu sur les jours qui suivent.
C'est vrai. Alors, qui vous a convaincu Marcel Petriccio, notre libraire, ou Inès Morat, notre critique littéraire du soir? Il suffit d'aller sur la page Facebook, on fera un petit sondage entre les deux et vous donnerez votre avis. Oui, c'est ça. Marianne, je vois que vous regardez, que vous rigolez, mais c'est aussi ça. Oui, c'est l'instantanéité d'information, c'est les échanges avec le téléspectateur qui nous regarde. Le livre Dans la forêt de Jean England aux éditions Gallmeister. Faites votre propre choix, évidemment, on ne le dira jamais assez. On va passer au cinéma et plutôt même au documentaire avec vous, Xavier. David Lynch, The Art of Life, un documentaire de John Nguyen et Rick Barnes. Oui, alors j'avais même oublié une petite personne, on va la citer, elle s'appelle Olivia Niergaard-Holm, ils étaient 3 réalisateurs. Je me dis que 3 réalisateurs pour se pencher sur le cas de David Lynch, ça me paraît même encore insuffisant parce que c'est un personnage excessivement complexe. D'ailleurs, ils n'ont pas été au bout de la complexité Voilà, de David Lynch. Bon. Alors, nous y reviendrons. Mais on va laisser la parole. Alors, on n'avait pas eu de nouvelles. défense, Moi, j'étais ravi de revoir David Lynch parce qu'on n'avait pas eu de nouvelles au niveau cinéma. Il a dit qu'il arrêtait, qu'il continuait. Bon, depuis 2006, son dernier film est Inland Empire. Vous pouvez même dire Ça avant, fait en fait, 11 ans. parce que... Non, c'était un très bon film. Et de toute façon, tout ce qu'a fait Lynch, plus ou moins, avec des nuances. Et alors, c'est vrai qu'il prépare, je crois, la suite, il me semble bien, de la série Twin Peaks. Ouais. Alors ça, bon, on verra bien, mais série qui avait quand même marqué les esprits. Et ce documentaire est intéressant parce que on est chez lui, on sort assez peu, finalement, de son atelier de création. Et là, ce qui est intéressant, c'est pas David Lynch, le cinéaste, c'est David Lynch, le peintre. Et ce qui m'a, moi, un petit peu fasciné, finalement, c'est de voir que le cinéma occupe une place très, très minime dans ce documentaire. 20 minutes, et encore, on parle des Razorettes, c'est-à-dire quasiment son premier film abouti. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il s'est d'abord intéressé à la peinture, sa fascination vient de la peinture, et que le cinéma n'a été qu'un prolongement artistique de ce qu'il avait fait au niveau de la peinture. Alors, la peinture, elle lui ressemble, elle est torturée, elle est fascinante. Bon, moi, je ne suis pas fan de l'art contemporain, vous l'avez compris, mais là, il y a une histoire derrière. Et ce qui est intéressant aussi, et ce qui casse un peu les codes, c'est qu'on dit souvent, ouais, alors les peintres torturés, ils font de la peinture torturée parce que dans leur enfance, le malheur... Eh non, lui, l'enfance est absolument heureuse. Dans l'Amérique profonde des années 50, les parents sont aimants, il n'y a pas de traces de dysfonctionnement, visiblement, et tout lui vient de son imagination. Et j'allais dire peut-être merci aux parents à ses parents d'avoir été si sages, parce que du coup, il en a sorti des monstres extraordinaires de son imagination. Et il y a des scènes très émouvantes dans ce documentaire, comme par exemple la relation avec sa fille, parce qu'il y a sa dernière fille qui est toute petite, où on les voit, elle est dans l'atelier avec son père. Il y a quelque chose de vraiment très émouvant. Alors, peut-être qu'on peut être perdu, je ne sais pas, ou si on ne connaît pas bien son univers. C'est vrai que ça fait beaucoup référence à son univers. Moi, j'ai été vraiment embarqué par ce documentaire qui est intelligent, et qui ne s'est pas contenté de faire un film traditionnel sur la vie de Lynch, et notamment le cinéma. Donc c'est vraiment intéressant de revenir aux sources de ce que vous aimez bien, c'est-à-dire ce fameux processus créatif. Et là, on est en plein dedans. Vous allez en plein dedans. Un documentaire mosaïque sur la dimension de l'artiste David Lynch. Marie-Ange. Je me suis régalée. Je connaissais peu, à part ces films, l'univers de David Lynch. Et d'ailleurs, j'aime pas en général me renseigner sur la vie des réalisateurs parce que je trouve qu'il faut garder un petit peu de mystère, comme le mystère au chocolat, comme dirait un groupe de rap. Et là, j'ai vraiment découvert un véritable artiste, torturé, mais d'une intelligence folle. Il fait ses propres musiques que je ne savais pas. Enfin, et j'ai trouvé l'association entre les peintures, la musique, ses propos, ses références au film, d'une subtilité, d'une intelligence incroyable. C'est très bien documenté, c'est émouvant. Et puis, on ne tombe pas dans la psychanalyse facile d'un réalisateur ou d'un artiste. On ne tombe pas dans une espèce d'attente de compréhension de son œuvre par des moyens psychanalytiques un peu douteux. Voilà, c'est vraiment, on découvre un artiste, un véritable artiste, et puis on se régale du début à la fin. À noter très vite qu'on voit quand même des images d'archives, donc ces photos personnelles, des images, des films aussi. Films, ouais. La musique, effectivement, dans le film est signée David Lynch, donc dans le documentaire. Du documentaire, c'est lui. Voilà, donc on est bercé un peu par ce côté, et c'est pas du tout un roman photo, enfin c'est pas du tout les photos, j'avais 2 ans, 3 ans, non, c'est vraiment, il y a un très beau travail sur le montage, et une belle réalisation aussi, parce que on voit David Lynch faire la voix off, enfin il y a plein de... C'est un documentaire assez riche, finalement. Un documentaire riche pour Inès. Oui, alors moi j'étais complètement happée par ces documentaires où Lynch se raconte sans se la raconter. Donc, oui, alors, j'avais craint quand même dans les premières minutes qu'on nous force un petit peu trop l'intimité et le récit de son enfance heureuse, ça tenait un petit peu trop l'album de famille. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On sourit poliment jusqu'au moment où survient cette rencontre avec cette créature presque surnaturelle, donc nue, ensanglantée. Donc là, on tient vraiment quelque chose.
J'ai vraiment donc été fascinée par ses propos, mais également par les non-dits. Lorsqu'il tait, par exemple, l'histoire de ce fameux Mr. Smith, là, il y a quelque chose, un silence d'ailleurs qu'on retrouve au dernier plan du film, saisissant, du documentaire, pardon. J'adorais aussi son rapport avec les lieux, qui en fait des entités vivantes comme la cruelle Philadelphie. Et puis, que dire de la définition finalement de l'art life, donc qui se résume à je lis, boire des cafés, fumer des clopes et peindre, avec un petit peu de fille aussi. Boire des cafés, fumer des clopes, ouais, c'est tout pour vous. Non, c'est parfait. C'est la vie. Hein. Non, mais c'est un petit peu de mais je filles. suis absolument d'accord avec Inès. Et le côté mystérieux, parce que ce que certaines critiques ont reproché, et moi je trouve que c'est au contraire ce qui fait la force du documentaire, c'est de ne pas rentrer totalement dans l'intimité de David Lynch. C'est-à-dire qu'il se met un petit peu à nu parce qu'il parle de son enfance, mais à peine. C'est-à-dire que le mystère David Lynch reste entier finalement. C'est-à-dire qu'on en découvre un peu. Mais il a toujours été discret, hein. On n'a jamais vu vraiment d'informations sur David Lynch. Il a refusé de faire des documentaires sur lui, il a eu plusieurs propositions. Et c'est ça qui fait la force du film, c'est que vraiment, on dévoile un peu, mais le mystère est là. Et je trouve qu'il faut garder ce mystère parce que c'est un créateur tellement génial que je... Voilà. Alors c'est ce qui fait la force selon Xavier Affre, mais ce mystère, est-ce aussi la faiblesse de ce documentaire selon Marcel Petriccioli? Un petit peu. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré le documentaire, j'adore David Lynch de toute façon. Ce voyage intime, vraiment, ça m'a emballé. C'est un petit peu hypnotique aussi, avec cette voix très très lente. Justement, il y a du mystère. Mais ce que je reproche un petit peu au Pardon, Marcel, vous allez arriver au mai, là? Oui. Parce que si vous arrivez au mai... Il y a du mystère, justement. Mais, donc, quand on dit mais, dans cette émission, il y a forcément un chrono qui apparaît à l'écran. Et ce chrono, ce sont ces fameuses 40 secondes sur lesquelles Marcel Petriccioli et Xavier Affre, qui va devoir reprendre tous ses arguments positifs sur le film, vont débattre. Alors Marcel, pourquoi n'avez-vous pas été complètement happé par ce film? Alors, pas complètement happé, justement. Le petit bémol, c'est sur le mystère Lynch. C'est-à-dire que moi, j'adore Lynch, je connais ses films par cœur. Et justement, je trouve que si on ne connaît pas les films de Lynch, on passe à côté de plein de références. C'est un petit peu dommage. Sur les insectes, sur cette fameuse vision qu'on voit dans ces films, on comprend un petit peu mieux d'où vient son sens artistique et cinématographique à travers ce documentaire. Mais justement, si vraiment on ne connaît pas bien l'œuvre de Lynch, on peut passer à côté. C'est un petit peu dommage. Mais sinon, moi j'ai été happé aussi. Faut-il connaître suffisamment bien l'œuvre de David Lynch pour entrer pleinement, corps et âme, dans ce film documentaire que vous nous proposez ce soir, mon cher Xavier? Oui et non. C'est une réponse c'est extraordinaire, évidemment. Voilà. Non, certes, les arguments de Marcel sont tout à fait recevables. Après, moi, je trouve que, vu que le documentaire insiste beaucoup sur ce début de création et sur son rapport à l'arme et à la peinture, après tout, est-ce utile? Oui et non, je disais, parce que oui, évidemment, les références, on va les voir, et non, parce que celui qui découvre, ce qui a été le cas d'Inès, on en parlait tout à l'heure, découvre un univers et va peut-être avoir envie d'aller voir les films. C'est un peu l'objectif, donc je ne crois pas que ce soit vraiment nécessaire, mais je trouve que le documentaire est vraiment à voir, parce que sur un monument comme Lynch, on pouvait s'attendre à tout, sauf ce genre de documentaire qui, je trouve, est assez déroutant et du coup fascinant. David Lynch, le documentaire sur l'artiste total, David Lynch, fortement recommandé par Marie-Ange, Xavier et Inès, avec quelques réserves de la part de Marcel Petriccioli. On le dit à chaque fois, mais vous pouvez voir ces documentaires, les films, les séries que nous vous proposons, y compris les courts-métrages, quand il y a des courts-métrages programmés dans cette émission, sur les plateformes, évidemment, de VOD. Alors, il y en a plein, hein, on ne va pas toutes les citer. Ou en salle, avec quand une petite ces films programmation courageuse programmés voilà. par Xavier sortent en salle. Pas toujours le cas. Oui. Alors on va passer à une série, Mr. Robot, saison 1 et 2, créée par Sam Esmail avec Rami Malek et Christian Slater. Je ne savais pas que Christian Slater continuait à être comédien. Je l'ai appris en regardant la série, et il est bon. L'histoire de Elliot Alderson, qui est un jeune informaticien qui vit à New York et qui travaille en tant qu'ingénieur en sécurité informatique pour une société appelée Alsafe Security. Oui, alors dans cette série, moi je l'ai découvert parce que j'avais vu vaguement sur France 2, parce que c'est sur France 2 qu'elle est passée, chaîne consoeur, donc c'est d'autant plus intéressant que je le dis. Service public, bien sûr, voilà. Et donc, qui dit service public dit série de qualité. Non, c'est pas toujours le cas, mais là, c'est le cas. Donc, effectivement, Mr. Robot, c'était un peu surprenant. J'avais vu cette bande-annonce il y a quelques temps. J'ai dit, bon, on va regarder un peu. Maintenant, c'est en DVD, c'est en VOD, enfin, tous les supports.
Et puis j'ai trouvé cette série fascinante. Alors on peut rester en dehors évidemment, hein, parce qu'il est question de plein de choses. Critique du capitalisme, le droit à l'information aujourd'hui, tout ce qui est cyberattaque, donc c'est à plein dans l'actualité finalement. Le rapport à la société numérique d'une manière générale, à travers ce personnage qui à la fois qui travaille pour une boîte de sécurité, mais qui est aussi hacker, hein, donc qui espionne un peu les gens. Et je le dis parce qu'on voit dès le début, hein, qui espionne et qui essaie de se faire un peu un cyber-justicier en intervenant dans la vie des gens en fonction de ce qu'ils découvrent. Et puis bien sûr, l'intrigue devient de plus en plus complexe. Donc là, c'est difficile de la résumer, puis on n'a pas envie de la résumer, puis de laisser les gens la découvrir. Il y a 2 saisons et franchement, ça tient ses promesses. Peut-être que la saison 2 est un peu plus faible, et encore, c'est à voir. Mais j'ai trouvé l'interprétation extraordinaire, la mise en scène. Pour une série, je me répète toutes les semaines, mais je trouve que vraiment il y a de l'audace par rapport à certains films. On est dans un univers de paranoïa absolue. Et j'ai trouvé ça fascinant, vraiment. Et Rami Malek livre une prestation qui est quand même sidérante, parce que tout le long, c'est quand même pas évident. Et censé jouer quelqu'un qui est accro à la morphine. Tout passe par son regard, même par sa personnalité, puis son physique. Et je trouve qu'il est vraiment très fort. Alors, Marie-Ange, à l'heure où le Kremlin espionne tous les grands chefs d'État, peut-être même qu'ils s'immiscent dans votre portable, dans votre ordinateur, on ne sait pas, vous avez des secrets, vous savez. Comment avez-vous trouvé cette série ? J'ai adoré. Je l'ai fait en un jour. Lors d'un long courrier, San Francisco, Paris. Voilà. Voilà, ça s'est placé. Vraiment, je l'ai fait en un jour. Les 2 forces, je pense, de la série, ce sont les acteurs. Tu l'as dit, et la photographie. Je trouve que la photographie est magnifique. Ça sert vraiment le propos, l'ambiance. Et l'acteur principal, oui, Elliot Anderson, mais il y a aussi un second acteur que je trouve excellent, qui arrive un peu, je crois, dans le 3e ou 4e épisode, qui est Tyrell Wellick, et qui est glaçant, un peu à l'American Psycho, un personnage tiré à 4 épingles, mais totalement psychopathe. Et j'ai adoré, du début à la fin. Marcel ? J'ai adoré les 3 premiers épisodes. Voilà. Voilà, ça c'est dit. Et après, j'ai trouvé que ça tournait en rond. Je me suis franchement ennuyé. Voilà. J'ai rien à dire sur l'interprétation, sur l'ambiance, franchement. J'ai trouvé que les dialogues sont trop pompeux, son monologue intérieur, c'est toujours là. Enfin bon, je suis passé à côté. Je suis peut-être passé à côté, je suis peut-être dans un bon jour, parce que les critiques sont plutôt bonnes. Mais moi, franchement, j'ai décroché au bout de 3 épisodes. Franchement, j'ai l'impression qu'il ne sait plus quoi dire et que ça tournait en rond. Et voilà. Et après, le peu de critiques que j'ai lues sur la saison 2, ils m'ont absolument pas donné envie de la voir, parce qu'ils se font massacrer. Donc voilà. Franchement, j'arrive pas à comprendre l'engouement qui est autour de cette série. Il a raison, il y a un tout petit peu de nuance sur la saison. En fait, il tombe dans un petit piège qui est tentant, je suppose, pour un réalisateur, c'est de se concentrer trop sur le personnage principal. Alors que c'est pas... Il est excellent, mais c'est pas tout l'intérêt de la série non plus. Vous voyez que les lectures sont très intéressantes, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. C'est-à-dire que la plongée dans le personnage est beaucoup plus intéressante que le truc très classique de la critique anticapitaliste autour, bon, qui est intéressante, mais c'est très vu, revu. tout ça. Même les méchants sont très méchants. Voilà, mais se recentrer sur le personnage en lui-même avec ses failles et ses fêlures, et c'est vraiment excessivement complexe. Moi, je trouve ça, je trouve encore plus noir la 2e saison. Donc, bon. Et Inès a hâte de découvrir la seconde saison de la série Mr. Robot. On va passer à la musique, à la découverte musicale du soir. Le groupe électro-rock natif d'Ajaccio, mais à la culture très british finalement. Marie-Ange, est-ce que je peux le dire ainsi? Vous pouvez le dire ainsi, mais l'experte c'est Inès. Oui, enfin, voilà. mais je commence à parce que vous connaissez bien. Je pensais que vous m'attendiez à que je présente. Je m'effaçais devant l'experte. Mais je vois, vous faites très bien, mais vous connaissez Inès, va vous présenter j'en parlerai après. D'accord. Je la laisse. Si vous voulez. Vous ne défleurez pas son propos. J'apprécie. Donc, on a là un duo que donc Marie-Ange connaît bien, natif d'Ajaccio. Même très bien. Bon, c'est lui, non mais c'est lui qui lance. C'est fou. Vous faites comme Hélène avec Nicolas dans Hélène et les garçons. Pardon Inès. Donc, je disais, on a là un duo natif d'Ajaccio, formé en 2013, dont la musique évoque pourtant une toute autre destination. Alors, ne cherchez pas sur vos cartes, on embarque plutôt pour une odyssée intersidérale, mêlant le rock 70s, les ambiances psychédéliques, avec en prime une petite escale vers le Manchester. Les maîtres à bord, ce sont Nicolas Di Giacomi et
et Arnaud Castel qui ont ainsi signé 6 titres sur leur premier EP, Villa Natalia, du nom de la dernière maison close ajaxienne à avoir fermé ses portes. L'évocation d'un hédonisme perdu, c'est ça. Du coup, on va écouter et regarder un extrait de leur premier clip, L'émeutier Behind the Door. On est fan, en fait. Ouais. Ouais, Donc là, on vient d'entendre une rythmique martiale et une voix qui martèle la folie, la névrose, le désespoir. C'est ça, Acid Child, en fait, c'est un mélange sucré-salé, pardon. C'est un petit peu l'amertume, la douceur entre une plume poétique et un son nerveux. En revanche, on va devoir se contenter pour l'instant de ce premier EP puisque le second est encore en cours d'écriture. Mais bon, vu que je vous ai fait faire vos valises, que je vous sens prêt à partir, je ne vais pas vous laisser en plan. Il se trouve qu'Arnaud Castel y est également le manager du label indépendant Sons of Beaches Records, rapport à la plage évidemment, et membre fondateur du groupe AFDC and the Dirty Magpies. Et sache Philippe que j'ai obtenu l'autorisation express de l'artiste de pouvoir prononcer les titres un petit peu avec la française pour que tu ne te moques pas de mon accent. Donc cette fois-ci on a une actu, on a une sortie de 9 titres, Santiago del Chill, en version digitale et en 33 tours, disponible chez tous les bons disquaires. Et il en reste. Donc là, du coup, c'est décadent. Ouais. C'est presque malsain. Donc c'est tout ce que j'aime. On les retrouvera. Retenez bien ça. Passez vite. Décadent, malsain, c'est tout ce que j'aime. Entre guillemets, Inès Morin, voilà. On a fait 30 minutes d'émission, mais finalement, c'est ce qu'on retiendra. Pour la bonne cause. Donc, on va plutôt retenir qu'on les retrouvera au festival Corsican Woodstock le 7 juillet. Et puis, petit point corporate, moi aussi. Du coup, on va avoir une captation de leur prestation qui sera diffusée prochainement sur la chaîne. Oui, très bien, super. Marie-Ange ? Ben écoutez, moi je vais. Oh là là Marcel, vous mais avez quel beaucoup... J'allais dire des choses en plus. Marie-Ange, je sais que vous plaisantez. Non, je vais me la jouer, je pense plus tard à la Pamela des bars et dire que j'ai assisté à la naissance de cet album. Non, mais bon, je les connais bien, et trop même. Et je les connais très bien. Tu l'as dit, là est taciturne et l'autre est. Solaire. Doux, solaire, rêveur. Non, plus sérieusement, ce sont vraiment 2 bosseurs, 2 grands musiciens, 2 artistes avec une vraie culture musicale et plutôt très ouverte. Je les ai vus danser sur du Véronique Sanson ou du Louis Chédid, sur du Manchester ou sur de La Muerte. Et c'est vraiment, je trouve, un groupe culotté et qui s'inspire franchement de leur vie ici. Et ça se ressent aussi dans leur composition, je trouve. Marcel. Je vais dire Johnny, toute la musique que j'aime, elle vient de là, voilà. L'influence anglaise, tout ça. C'est sûr, vous, que c'est oui, j'adore. On les avait reçus en plateau dans une autre émission. Et j'avais déjà dit tout le bien que je pensais d'eux. Non, franchement, j'adore vraiment ce mélange d'influences. Comme tu dis, elles sont complètement diverses. J'ai été voir un petit peu aussi toutes les influences. C'est ça qui est absolument génial. Puis voilà, le rock psyché, c'est ma jeunesse, quoi. Ah non, moi je souscris on attend tous ce que vous allez dire. Oui, parce que c'est. Non, je souscris absolument. Pardon, absolument. exactement vos mots, ma chère Inès, c'était, ça vous a plu parce que vous avez utilisé cette formule qui vous retiendra. Malsain et décadent. Mais j'aime beaucoup ce qui est malsain et décadent. Voilà. Et effectivement. Bon. Ça se ressent dans tes Et voilà, bien sûr. Non, c'est rien à dire.
je connais un tout petit peu Nicolas Di Giacomo, parce qu'il a aussi fait du cinéma, il avait fait notamment un court-métrage il y a quelques années. Et non, c'est très très bien. Et dès que j'ai entendu la voix, ça m'a fait penser aux Doors. J'ai vu que c'était leur référence, une des références. Il a une voix assez extraordinaire, c'est-à-dire que la voix, j'avais l'impression, bon évidemment, je peux pas, les Doors c'est haut en comparaison, mais il y avait ce petit côté-là, puis je sais qu'ils aiment bien Bowie, il y a un petit côté aussi, voilà, il y a plein de ils aiment bien les références. Voilà, plein de la musique aztèque, là, des samples du cinéma des années 90, ça va. C'est vraiment bien. Oui. Merci beaucoup à vous quatre pour cet agenda culturel, subjectif et Malsain. très éclectique. Extrêmement malsain, n'est-ce pas Marie-Ange? Extrêmement malsain, décadent, du bruit, de la fureur. Il y avait tout ça dans cette émission du soir. Merci à vous, chers amis. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à lundi, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h.